C'est visible. Allez, Daniel. Monsieur Allez, Daniel. J'avais demandé à quelqu'un de pouvoir appeler. Non, mais c'est pas grave. Et il m'avait dit que c'était ouvert. Et c'était ouvert 24 heures sur 24. Oui, on s'en note. On a l'heure de protocole. Courage. Après, je peux voir. Bien entendu. Oui. Et j'ai toujours pensé que la solution à la crise congolaise passera par les élections libres, démocratiques et crédibles. C'est à cause de cette croyance à ces élections que je suis venu déposer ma candidature. Je n'ai pas de plan d'action à vous donner pour l'instant. Je vais tout simplement vous dire que ma candidature est une réponse aux besoins exprimés par les Congolais d'avoir un président de la République qui est au-delà de divisions politiques, qui est au-delà de la division. En fait, nous nous inscrivons dans la valeur de la paix, de la démocratie, de l'unité et surtout de la cohésion nationale, pour lesquelles valeurs nos héros nationaux comme Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila ont sacrifié leur vie. C'est pour continuer avec leur idéal que j'ai répondu oui aux sollicitations des Congolais et des Congolaises qui veulent travailler ensemble pour la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Je vous remercie. Sorry.
J'ai bien appris la leçon ici. Oui, c'est efficace. C'est pour honorer les membres de mon parti et ceux des Congolaises et Congolais qui m'ont fait confiance en me disant que je peux porter ce flambeau pour faire entrer notre pays dans l'ère où le peuple congolais va retrouver l'espoir et finalement réaliser le rendez-vous de l'espérance. Le congrès du parti m'a désigné candidat à la présidentielle et aujourd'hui nous sommes les 6, donc nous restons dans le délai fixé par la loi. Nous sommes venus déposer parce que nous sommes porteurs d'une vision et nous avons un programme avec 20 piliers comme vous le savez qui part de l'instauration d'un nouveau leadership exemplaire, visionnaire, jusqu'à l'appropriation du peuple congolais de sa culture, notre identité. On ne peut pas se développer si on ne sait pas que dans les maniements et dans les sankourous, il faut du riz et du pondou, et au Kivu, il faut un peu de haricots, des pommes de terre, et tout près ici, il faut les sakamadeso, ou les sakasaka, ou les poissons à l'Équateur, ou encore les makemba en province orientale. Je pourrais vous citer toutes les provinces, ou les maïs dans le Kasaï et au Katanga. Donc nous disons c'est l'homme au centre de notre programme. Et ce pays, il nous faut 5 ans seulement pour que la République démocratique du Congo devienne le Brésil. Nous avons les atouts innombrables et inégalés. Que ce soit les ressources humaines, notre première ressource, l'homme congolais est intelligent, intègre et voudrait travailler pour son bonheur. À ce stade, comment évaluez-vous le processus électoral? À ce stade, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Nous devons continuer la discussion si la machine a voté, parce que nous voulons être sûrs que ça ne va pas perturber le processus. Puisqu'on organise les élections, c'est pour avoir l'apaisement après. Il faut que le pays fasse un bond en avant et pas reculer. Mais nous allons rediscuter de la question de 6 millions selon la CENI, mais selon nous de l'opposition 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Nous devons nous rassurer tous que le financement des élections, l'argent pour supporter la logistique et tout ce que requiert l'organisation des élections ne viendra pas plomber ce processus. Nous devrons enfin nous rassurer que les zones sensibles d'insécurité à l'est et au centre du pays principalement ne vont pas être la goutte qui va faire déborder les vases. Donc il faudra un plan concocté entre les forces de maintien de la paix de la MONUSCO qui sont chez nous au terme d'une résolution du Conseil de sécurité et les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont la charge de la sécurisation du territoire national. C'est constitutionnel. Le processus en marche avec des candidats qui sont hors du pays, qui ne peuvent pas déposer leur candidature. Je crois que chaque Congolais a le droit d'exercer son devoir civique. Et on doit autoriser, et je vois votre question, à tout Congolais de venir déposer sa candidature. Parce qu'il appartient à la CENI de vérifier au niveau de la loi si chacun de nous accomplit ou remplit les critères qui ont été énumérés. Mais en dernier ressort, il y a la Cour constitutionnelle. Et nous osons croire que toutes ces institutions-là vont
être neutre de façon à donner à tous les Congolais et à tous les candidats les mêmes chances. Au niveau de la candidature commune, comment ça va se passer? Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Et nous étions de cœur ce jour-là parce que c'est le jour où le président Katumbi était au niveau de la frontière zambienne pour tenter de rentrer en République démocratique du Congo. Mais au niveau de cette tripartite, nous avons mesuré notre responsabilité devant le peuple congolais et devant l'histoire de donner à ce peuple l'alternance qu'il attend le 12 janvier 2019. Et pour cela, nous devons lui donner un candidat commun de l'opposition. La règle d'or, c'est la flexibilité, mais aussi chacun de nous devra brandir son programme. Et on va discuter comme des hommes en se regardant dans les yeux. Mais nous devons être flexibles. Et au finish, ça sera comme pour l'élection du pape. Il y aura la fumée blanche. Directement, je vais passer la parole à Google. Google, so ba chiffre zo tambola ba mo zo bima ba nini ba mbanda kuna baza kuziazila. Baza kusieta ba kotele masa. Mais toti kapo bango ba ebi ke le malamu le na débatté. So il y a un débat, un cadavre va mourir. Honorable Président, il est temps que vous vous adressiez à cette auguste assemblée qui vous a fait confiance. Honorable Président, vous allez sûrement nous prouver que vous êtes effectivement le meilleur d'entre nous, comme nous l'avons constaté et comme nous l'avons souhaité. À vous la parole, Honorable Président. Avant toute chose, très grâce à Dieu du temps et des lieux. C'est lui qui nous a ouvert ce chemin, c'est lui qui a béni les travaux et c'est lui qui a fait que ceux-ci connaissent un aboutissement satisfaisant. Il est tout simplement curieux de constater que pendant 3 jours, plus de 3500 congressistes sont côtoyés chaque heure et que nous ne déplorions aucune mésentente, aucun incident. C'est la main de Dieu. Je remercie mon Dieu aussi qui vous a certainement guidé et inspiré pour porter votre choix sur ma modeste personne. Non seulement je ne décevrai pas Dieu, mais je prends l'engagement de ne pas décevoir les membres et tous les Congolais. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. Aussi grandes soient nos idées, aussi fortes que soit notre conviction, les défis à relever restent toujours au-dessus de nos moyens. Nous avons l'obligation de relever ces défis pour redonner l'espoir au peuple congolais et le guider tel Moïse, Aaron et Josué avaient guidé le peuple d'Israël jusqu'au rendez-vous de l'espérance. Nous disons, dans un autre Congo que nous rêvons meilleur, où chaque citoyen de notre pays est bénéficiaire des revenus générés par les ressources naturelles que Dieu nous a données à profusion. Dans ce Congo-là,
qui se trouve au cœur de l'Afrique, avec ses 2 345 000 km², 407 évidemment, il ne faut pas oublier. Ce Congo-là va étonner le monde. Certes, la politique est par essence un engagement personnel. Mais pour élever les défis de la gouvernance de la cité, nous sommes contraints à la mutualisation de nos efforts. Nul ne peut lever son doigt et dire que je peux à moi seul relever tous les défis auxquels se trouve aujourd'hui confronté le peuple congolais. Nous devons être artisans de notre propre destin. C'est le sens profond de ma présence ici, maintenant, aujourd'hui, devant vous. Chers congressistes, vous avez abattu un travail de titan et de qualité. Vous méritez toutes nos félicitations. Chers congressistes, nous avons ensemble établi notre vision d'un Congo prospère au cœur de l'Afrique en un véritable programme de gouvernement, un programme de rupture, un programme de changement, un programme centre de toutes les actions envisagées. Ce programme, disais-je, qui met l'homme au centre, va à coup sûr avoir comme ambition l'amélioration des conditions de vie de nos populations des milieux ruraux et ceux des centres urbains. Nous voulons que chaque Congolais et chaque Congolaise puisse se sentir à l'aise dans ce pays plus que partout ailleurs. Je souhaite être la synthèse exprimée par vos aspirations tout au long de ce programme. Plaise à Dieu qu'au bout des élections qui pointent à l'horizon, nous puissions avoir cette lourde chance, mais ô combien noble, de porter le flambeau du Congo dans les concerts des nations et sortir très rapidement ce pays du gouffre dans lequel il se trouve empêtré actuellement. Aujourd'hui, ce rêve est en marche. Il est passé par vos actions concoctées dans le programme que nous allons vous présenter. C'est un engagement citoyen de chacun de nous. C'est un serment que nous prenons devant Dieu et devant les hommes de conduire ce programme à port. Ça signifie en d'autres termes, nous devons démentir ceux qui ont toujours dit que la politique c'est l'art du mensonge. Nous devons faire ce que nous avons dit et nous vous dirons ce que nous ferons. Et nous le ferons à coup sûr. Avons-nous les faveurs du Congo? Nous disons oui. Le Congo nous a tout donné. Mais si on pose
à l'inverse la question de savoir est-ce que le Congo a notre faveur? Nous ne disons pas suffisamment. Nous avons déçu le Congo. J'aime le Congo. Nous aimons le Congo. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour rendre au Congo ce que le Congo nous a donné et que nous aimons. Nous aimons le Congo parce que nous sommes entrés maintenant. Et je voudrais le dire à titre personnel. Je suis en train de sceller un contrat social avec le peuple congolais. Que voulons-nous faire? Laissez-moi vous rappeler notre objectif commun dont je suis l'humble serviteur. C'est celui de bâtir un Congo au cœur de l'Afrique, fort, prospère et stable. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le moment est venu de révéler à l'opinion les actions que nous entrevoyons pour que ce rêve d'un grand Congo devienne réalité. Ce rêve deviendra réalité parce que le Congo regorge de ressources incommensurables et inégalées. Le Congo, avec sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, à la fois à une distance égale de l'Asie et de l'Europe, de l'Afrique du Sud et de l'Europe méditerranéenne, mais quel pays? Nous sommes donc, comme l'avait dit France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo. Le programme de l'INC que je m'en vais vous dévoiler incessamment s'adresse au peuple congolais qui a tant souffert à cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience, de l'insouciance et je dirais de l'incompétence de ses nombreux dirigeants. Ce programme marque le programme que je m'en vais vous révéler. Ce programme marque évidemment la rupture avec cette gouvernance qui a marginalisé totalement le peuple congolais à cause de l'insouciance, de l'indifférence, de l'incompétence des dirigeants congolais. Ce programme marque la rupture avec le passé et le présent de notre pays et ouvre la voie à l'espoir pour réaliser les rendez-vous avec l'espérance. Ce programme est décliné en 20 piliers ci-après que nous prenons sous forme d'engagement. Moi, Vital Kamerhe, Lwakanyigini Nkengi, élu président de la République démocratique du Congo, la première réforme, c'est l'instauration d'un nouveau leadership rassembleur et visionnaire. Nous allons être sans pitié vis-à-vis de nous-mêmes et sans pitié vis-à-vis de tous les collaborateurs. Une main de fer dans un gars de velours. Fini les antivaleurs, fini la distraction. Moi, président de la République démocratique du Congo, plaise à Dieu, la deuxième réforme, ça sera la refondation de l'État. L'État, c'est l'armée républicaine. Sans armée, aucune vision, aucun projet de développement n'est envisageable. Nous devons faire en sorte que nous puissions
bâtir une armée véritablement républicaine sur les cendres de l'armée actuelle. Il y aura un tri. Plus question de rencontrer les militaires la nuit et vous prenez la tangente. Et pour cela, il y a une série d'actions prévues dans notre programme, allant du social du militaire, passant par sa formation, jusqu'à son campement dans les casernes, où il ne peut sortir qu'avec autorisation et sans tenue militaire et sans armes. La refondation de l'État, c'est aussi la police professionnelle au service de l'ordre public pour sécuriser l'homme et ses biens. Pour y parvenir, il y a une série d'actions dans notre programme de plus de 100 pages, allant du social du policier, passant par sa formation jusqu'à son casernement et à lui rappeler tous les prescrits des manuels de la discipline d'un policier. Il est là pour sécuriser et il n'est pas là pour rançonner et bastonner, jeter des bombes lacrymogènes sur les populations qui marchent pour leurs droits. La refondation de l'État, c'est aussi la réforme de la justice, la colonne vertébrale de l'État de droit. Plus question de justice des riches contre le pauvre. Une justice équitable, distributive, la même pour les riches et pour le pauvre. Cela passe par une série d'actions prévues dans notre programme, allant de la prise en charge du magistrat, du juge et tout le personnel de l'appareil judiciaire, à la discipline, mais aussi à l'application sans stricte des lois du pays. La refondation de l'État, c'est aussi la restructuration de l'administration territoriale, qui passe par la vraie administration territoriale des différentes entités, mais aussi de la fonction publique. La fonction publique, ça signifie l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, avec des conditions de vie dignes d'un homme qui doit manger du 1er au 30 et qui n'a pas de soucis existentiels. La refondation de l'État, c'est aussi envisager qui puisse hisser le Congo dans l'orbite des grandes nations du monde. La troisième réforme, ça sera celle de la sécurité. Entendez, ce sont les piliers de notre programme. La sécurité, comme vous le savez, n'est pas totalement établie sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un plan de sécurisation nationale, nous avons un plan de désarmement des groupes armés et ce plan nous interdit formellement de considérer l'armée de la République démocratique du Congo comme un dépotoir où il faut déverser les éléments des groupes armés sans aucune compétence et sans aucun critérium. C'est pourquoi nous allons créer des centres de formation professionnelle. On va démobiliser tous les jeunes qui sont aujourd'hui des clients des groupes armés. On va les former aux différents métiers. On va leur donner un salaire décent qui dépasse de loin les $50 qui est la moyenne de ceux qui reçoivent en rançonnant, en violant nos mamans. Ils n'auront plus de choix que de quitter la forêt, la savane et les brousses. Nous disons la quatrième réforme, ça sera celle de la lutte contre la corruption.
la concussion, l'impunité et toutes les antivaleurs. Une série d'actions est prévue dans notre programme quant à ce. La 5e réforme, c'est celle de l'éducation. Quand on veut tuer une nation, il suffit de tuer son système éducatif. Et vous aurez des enfants de rue, vous aurez des koulouna, vous aurez des gens avec des diplômes, mais qui sont devenus des wewa parce qu'il n'y a pas d'emploi. Vous aurez des universités avec des auditoires, avec 5000 étudiants, où les profs tombent en syncope parce qu'asphyxiés. Vous aurez des universités où les étudiants payent les professeurs, achètent les syllabus. Tout cela doit prendre fin. Et ceci passe aussi par les programmes en partant de l'école maternelle, école primaire, secondaire, humanité, jusqu'à l'université. L'éducation, ce n'est pas seulement l'élève et l'étudiant, c'est aussi les infrastructures, c'est aussi l'enseignant. Il faut améliorer les conditions de vie de l'enseignant. La 6e réforme, c'est celle de la santé. Nous allons instaurer un système de prise en charge sanitaire. Les détails, vous les lirez dans notre programme. Il est impensable qu'un pays de 80 millions d'habitants, grand comme un sous-continent, puisse être dépourvu d'un système de prise en charge en matière de santé, la carte vitale. La 7e réforme, qui est le 7e pilier, c'est la jeunesse et le sport. Les jeunes constituent pour nous le présent. Moi, je refuse de dire que les jeunes, c'est l'avenir. Non. Les jeunes, c'est le présent et l'avenir. Parce que si nous voulons que les jeunes soient de bons acteurs, ceux qui vont prendre les relais après notre génération, nous devons déjà maintenant les associer à la gestion de la chose publique. C'est pourquoi l'INC, sur ces listes de députés provinciaux et nationaux que vous venez d'adopter, d'entériner au cours de ces travaux, l'INC compte plus de 80% de jeunes. La 9e réforme, c'est celle qui concerne la promotion de la femme. L'INC considère que la femme doit jouer le rôle de premier plan. Fini cette époque où la femme était reléguée à la cuisine. Fini cette époque où quand le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, veulent attribuer les postes, ils pensent d'abord aux hommes et tous les ministères périphériques trop compliqués, on donne aux femmes. Comment expliquer que depuis 1960, on n'a pas eu un premier ministre femme dans ce pays? On n'a pas eu un ministre de la Défense femme, un ministre de l'Intérieur femme. On a eu Ekila Lyonda, une fois aux Affaires étrangères, un ministre des Finances femme, un ministre des Budget femme. Je peux vous citer travaux publics. Donc les femmes, ça commence à partir des affaires humanitaires et vous descendez jusqu'à culture et art. Tout cela doit changer. Nous disons, la promotion de la femme, c'est aussi penser à la femme paysanne. Celle qui se réveille chaque matin pour aller faire les champs. Nous devons enlever cette corvée à cette femme, améliorer ses conditions de vie pour que, par son revenu, elle puisse répondre aux besoins qui s'offrent à elle. La femme, c'est aussi cette maman qui se réveille chaque matin et qui est devenue, comme par enchantement, le responsable de la famille, pour aller acheter du pain à 4 h du matin et revendre à combien mois si mobali, comme vous le dites. Ça doit
terminé. Nous disons la 8e réforme, je pense, c'est l'assainissement des finances publiques. Mais la caisse de l'État est confondue actuellement avec les poches des dirigeants. C'est fini. Cette période où, quand on vous nomme, vous dites c'est notre tour de manger. Non, tout cela c'est terminé. Et nous avons montré dans notre programme comment nous allons y mettre fin. Parce que nous avons comme mot d'ordre, c'est d'être au service du peuple et non l'inverse. C'est une responsabilité qui est d'accepter d'être président de la République, d'être premier ministre, d'être député, d'être pourvu des charges publiques. La 10e réforme concerne l'agriculture. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, avec nos 120 millions de terres arables, nous pouvons nourrir 2 milliards d'individus. Mais nous sommes 80 millions d'habitants. Nous produisons ce que nous ne mangeons pas et nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Une véritable économie extravertie. Alors qu'il suffit de retourner nos terres et nous allons trouver tous les biens qui requièrent nos besoins. Nous disons l'agriculture, pourquoi? L'agriculture, c'est le secteur moteur du développement. Et notre modèle d'accumulation du capital est très simple. Nous avons depuis 1960 vécu de la spéculation autour du cuivre, autour du diamant, autour de l'or, autour de la cassitérite, autour du coltan, autour du cobalt, autour des minéraux. Et nous avons asséné un coup fatal à l'agriculture en 1982 quand nous avons libéralisé l'exploitation des matières premières, les diamants et l'or essentiellement. Les jeunes au Kasaï, les jeunes au Kivu, les jeunes en province orientale, les jeunes au Katanga se sont posé la question de savoir pourquoi étudier si en ramassant une petite pierre, je peux devenir millionnaire. Évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Puisque les dirigeants de l'époque ont oublié de dire à nos jeunes que le diamant, l'or, comme tous les minéraux, sont des ressources non renouvelables. La quantité que vous extrayez du sol, elle est partie, le potentiel diminue et les spécialistes ont démontré qu'à des siècles très proches, nous n'aurons plus de minéraux dans les sous-sols congolais. Ne rêvez pas, à un moment donné, nous n'aurons plus de diamants, de l'or, du cobalt et du coltan. Ça va s'épuiser. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps que l'agriculture puisse prendre sa revanche sur les minéraux. Que le sol prenne sa revanche sur les sous-sols. Que les sous-sols financent l'agriculture. Et ceci va nous permettre évidemment d'entrer dans ce qu'on appelle le développement durable. Puisque l'agriculture c'est une activité pérenne, contrairement à l'exploitation artisanale ou industrielle du diamant et de l'or. Je peux vous citer un exemple. La Belgique. Il fut une époque où c'est Liège, Charleroi, qui nourrissait les Flamands. Mais le charbon, fini l'époque du charbon. Aujourd'hui, c'est l'agriculture de la partie flamande qui doit nourrir l'ensemble de la Belgique. Personne ne s'attendait à ces revirements. Ça peut nous arriver si nous ne prenons pas les leçons de l'histoire des autres pays. 9e réforme, pilier. 11e, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est menacée de disparition. Nous sommes tous en danger. Nul ne sera épargné. Et les pays qui regorgent les forêts et les pays qui émettent des gaz à effet de serre. On est logé malheureusement à la même enseigne, même si nous n'avons pas
la même responsabilité dans ce désastre. C'est pourquoi le Congo, deuxième forêt tropicale de l'humanité, 280 millions d'hectares de forêt, nous devons, et nous l'avons montré, avoir un programme conséquent en matière de conservation de la nature, mais aussi comment vendre cette politique auprès des pays qui polluent l'atmosphère. Le Congo, c'est aussi la 12e réforme, c'est aussi un château d'eau. Le Congo, à lui seul, renferme 53% de toutes les eaux d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Il vient après le Canada et la Chine, et les États-Unis d'Amérique, j'allais dire. Et c'est inacceptable aujourd'hui que nous n'ayons pas d'eau dans nos maisons, que nous n'ayons pas d'eau pour nos industries, que nous voyons les gens passer avec des bidons pour aller remplir les châteaux d'eau qui est là-bas, pour que cette salle puisse bénéficier d'un peu d'eau. C'est inacceptable. Nous disons, la guerre aujourd'hui, la convoitise aujourd'hui, c'est les matières premières. Mais à l'horizon 2050, il est démontré qu'il y aura un déficit de 2 tiers par personne, par pays, par continent. Et le Congo, s'il n'envisage pas dès à présent une politique d'anticipation en matière d'eau, la guerre, nous allons la connaître et elle sera impitoyable. Parce qu'au nord, nous avons le désert du Sahara qui descend essentiellement et aussi le désert de Kalahari qui monte. La 13e réforme, c'est celle de l'énergie. Propre, non polluante et renouvelable. Inga à lui seul, c'est 44 000 MW. Les autres potentiels, que ce soit des Kakobola, que ce soit des Kassai, que ce soit des Katende, Lubilanchi, Ruzizi, Chopo, Chouapa, Mongala, Zongo, nous avons Ubangi. Tout cela nous ramène à 100 000 MW. Nous pouvons éclairer toute l'Afrique, l'Europe, du Midi, du Sud et une partie de l'Asie. Mais où est l'électricité dans nos maisons? C'est inacceptable. La 13e réforme concerne les mines et les hydrocarbures. Nous disons, nous pouvons valoriser davantage nos minerais avec un code minier bien réfléchi, enlever toutes ces cohortes de taxes, puisque trop d'impôts tue l'impôt, et faire en sorte que le Congo ne puisse pas être seulement un pays où on vient extraire les matières premières à l'état brut pour les amener en Chine, au Canada, aux États-Unis et l'Europe. Nous allons demander le transfert de connaissances et de technologies. On va créer les climats des affaires pour que l'exploitant minier qui investit chez nous ait une rente en installant son industrie à côté de l'exploitation. Aujourd'hui, il est obligé de transporter des tonnes de minerais qui détruisent nos routes, nos chemins de fer, alors qu'il peut le faire sur place. Nous refusons de racheter les câbles de la SNEL en Inde 10 fois plus cher fabriqués avec du cuivre de la République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Nous devons arriver exactement à ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. L'investisseur gagne, mais le Congo aussi gagne. Et quand le Congo gagne, ça signifie que le gouvernement redistribue effectivement cet argent dans les secteurs vitaux de notre population. La 14e réforme, c'est celle qui concerne la diversification de notre économie. Quand vous avez une économie qui ne tient qu'au cuivre, au cobalt, les jours de l'effondrement du taux du cuivre, on l'a déjà vécu dans le passé récent, toute l'économie chute avec. Nous devons
privilégier d'autres secteurs de production pour que notre pays soit à l'abri de ce genre de surprises. On a vu les pays producteurs du pétrole qui ont eu l'illusion d'être trop riches, mais avec l'effondrement des coûts de pétrole, ces pays se retrouvent dans des difficultés inqualifiables. La 16e réforme, c'est celle de l'emploi, bien sûr. Nous avons prévu dans notre programme comment créer l'emploi, comment protéger les travailleurs et justement comment former les jeunes en montrant que nous ne sommes pas tous destinés à faire l'université pour vivre. On va réhabiliter les écoles professionnelles, on va renforcer les instituts supérieurs techniques et pédagogiques et bien sûr, on va moderniser aussi les universités de telle sorte que les barèmes des salaires qu'on va fixer, la tension salariale entre l'ouvrier qualifié et l'ingénieur civil ne soit pas trop forte. C'est-à-dire, comme en Europe, vous allez voir les gens de métier, ils se font rares maintenant, les plombiers, les électriciens. Ils n'ont rien à envier aux ingénieurs. Et de plus en plus, les enfants commencent à s'orienter vers les instituts de finance, les instituts de métier. Quel est ce pays d'universitaires? Mais d'universitaires qui deviennent des wewa. C'est inacceptable. Nous avons la 17e réforme qui concerne les infrastructures et l'aménagement du territoire. La 18e réforme, c'est celle des logements sociaux. C'est inacceptable. Alors, tout, on a vu les dernières réalisations avec la cité Salongo, avec la cité verte, la cité Mobutu, bien sûr symbolique, mais l'ONL existait encore, l'Office national de logement. C'est inacceptable qu'un Congolais qui est cadre d'entreprise ne soit pas en mesure d'avoir un appartement à crédit. C'est inconcevable qu'un ouvrier qualifié ne puisse pas avoir une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche à crédit. C'est inacceptable qu'un fonctionnaire huissier ne puisse pas avoir un crédit, maison, payée par son salaire, garantie par son employeur qui est l'État, une maison d'un salon, 3 chambres, une douche et bien sûr la véranda. C'est inacceptable puisque les autres pays d'Afrique nous démontrent que c'est possible. Nous disons la 19e réforme, ça sera celle du social. Quand nous disons le social, c'est dans toutes ses dimensions. Et vous en prendrez compte dans notre programme. La 20e réforme, puisque vous avez dit qu'il y a 20 piliers, c'est la culture et les arts. La culture est la mère des sciences. Sans culture, en tout cas, nous ne pouvons pas parler de science. Le Congolais doit d'abord s'approprier son identité. Nous devons nous connaître, connaître nos langues, connaître nos habitudes. Savoir, quand vous voulez vous diriger le Congo, il faut savoir que là, les Kasaï, dans les Katanga, quand il n'y a pas de maïs, c'est la crise et les gens peuvent aller jusqu'à tout casser. Savoir que dans le Kivu là-bas, s'il n'y a pas les haricots, s'il n'y a pas de lait de vache, s'il n'y a pas la vache, c'est la catastrophe. Savoir qu'en province orientale, s'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas un peu de pondou, il n'y a pas un peu de lait, c'est la guerre. Savoir que le Maniema, qui est comme la province orientale, s'il n'y a pas un peu de viande, de chasse, il n'y a pas un peu de pondou, il n'y a pas d'iri, donc vous pouvez oublier de gouverner le Congo. Dans les Sankourou, vous devez savoir que le riz et le pondou, ce sont les ingrédients de premier plan. Vous devez savoir que dans le Bas-Congo, la chikwang, si elle manque, le fumbwa, les sakasa, les sakamadeso,
un peu de macayabo. Si ça manque, et les haricots bien sûr, c'est la guerre. Vous devez savoir qu'à l'Équateur, si on n'a pas les poissons, on n'a pas la chikwang, on n'a pas l'entouka, on n'a pas les makemba, on n'a pas un peu de viande de chasse, c'est la catastrophe. Vous devez savoir qu'ici à Kinshasa, si nous n'avons pas un peu de tout cela, c'est la guerre qui commence maintenant. Donc, pour gouverner le Congo, nous devons être sur le plan culturel bien pétri des réalités congolaises. Le Congo ne vit pas en vase clos. Le Congo se trouve dans la sous-région des Grands Lacs, dans la région de l'Afrique centrale. C'est pourquoi dans notre programme, nous avons proposé à nos voisins et aux voisins de nos voisins, la SADC, nous avons proposé à tout le monde un modèle de coopération régionale qui tienne réellement compte des avantages comparatifs de chaque État. Le Congo et l'Ouganda, nous pouvons exporter en commun le pétrole du lac Albert. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train de l'exploiter et du côté de l'Ituri, les gens n'ont que leurs yeux pour pleurer et sentir l'odeur du pétrole. C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, le Nord Kivu, le Sud Kivu peuvent exploiter le gaz méthane avec les Rwandais qui commencent déjà à éclairer les Rwandais et on a le délestage dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu. Alors que le barrage de Ruzizi se trouve à Bukavu. Il y a des coupures d'électricité chaque jour à Bukavu, à Uvira, à Goma, mais pas à Gisenyi, pas à Changugu et pas à Bujumbura. Ce n'est pas la faute aux Rwandais, ce n'est pas la faute aux Burundais, c'est la mauvaise gouvernance. Nous n'aimons pas le Congo, nous qui dirigeons. J'aime le Congo. C'est pourquoi nous disons avec le Burundi, avec la Zambie, la Tanzanie, nous avons en commun le lac Tanganyika. On peut exploiter le poisson, on peut y exploiter le pétrole, on peut y organiser le transport par la voie navigable. On peut y installer une pêcherie industrielle, une poissonnerie industrielle. Et ça existe, le projet. Et ça va mettre fin à toutes ces guerres entre les différents pays, puisque nous aurons des intérêts en commun avec le Congo-Brazzaville et l'Angola. Mais on nous a donné le pétrole en commun. Mwanda, Cabinda, Pointe-Noire, c'est un triangle très riche. Mais allez voir Cabinda, allez voir Pointe-Noire et revenez voir Mwanda. Allez voir et vous allez voir combien nos dirigeants n'aiment pas ces pays. J'aime le Congo, nous aimons le Congo. Donc il est possible que la République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Angola et nous puissions mettre en place un consortium. Nous créons une joint venture, une méga industrie d'exploitation pétrolière où les parts de chaque pays seront bien calculées et ça va mettre fin à toutes ces convoitises et guerres inutiles. Ça va renforcer l'entente. Avec la République centrafricaine, nous avons l'Ubangi, très poissonné, mais en même temps, Mobaïmbongo, c'est un potentiel hydroélectrique illégalé qui donne déjà du courant de l'autre côté et ça peut toujours renforcer. Avec le Sud-Soudan, bien sûr, nous allons donner le cadre pour essayer d'aider nos frères du Sud-Soudan à ne pas aller chercher les experts en Occident, en Asie et en Amérique. Les ingénieurs, il y en a ici. Les docteurs en médecine, il y en a ici. Les juristes, nous en avons. Les politologues. Donc il y a moyen d'avoir un échange et avoir un commerce transfrontalier. J'aime le Congo. Nous sommes convaincus que le Congo qui se trouve aujourd'hui au cœur de l'Afrique, nous pouvons construire une route qui partirait de Durban, puisqu'elle arrive déjà à Kasumbalesa, à la porte de Kasumbalesa. Il ne reste plus que le Congo prolonge cette route jusqu'au Caire, en Égypte. Donc nous avons traversé toute l'Afrique. Nous pouvons construire une route qui partirait de Nouakchott et qui passe par Sénégal, traverse Libreville, Congo-Brazzaville,
et ça va s'échouer jusqu'à Dar es Salaam en passant par le Kasaï et par le Katanga et ça va se terminer à Dar es Salaam. Nous allons construire notre corridor qui partirait de l'Angola. Ça passe par Mwanda, ça passe par la province de l'Équateur, ça passe par la province orientale, ça passe par le Nord Kivu et ça va s'échouer en Ouganda, puisqu'à partir de l'Ouganda déjà, vous savez aller jusqu'au port de Mombasa. Et voilà la magie. Nous allons donc relier l'océan Indien et Atlantique qui se trouve à la pointe de l'Afrique là-bas, Cape Town, à la mer Méditerranée qui se trouve entre l'Europe et l'Afrique. Nous allons relier l'océan Atlantique qui se trouve à la porte de l'Angola de la République démocratique du Congo, à l'océan Indien qui se trouve au Kenya et en Tanzanie. Est-ce que ce n'est pas ça la mondialisation? Nous voulons que l'Afrique entre dans cette guerre de mondialisation la tête haute. Et il ne sera pas possible qu'on nous respecte tant que tous Africains nous regardons dans la même direction. Tous les Africains aujourd'hui, l'espoir c'est la Chine. Donc le Sénégal regarde la Chine. Alors Burkina Faso regarde la Chine. Congo-Brazza regarde la Chine. La Zambie regarde la Chine. Mais entre nous, nous ne nous sommes pas concertés pour avoir des politiques communes. Évidemment, nous sommes dans une situation d'oligopole. C'est-à-dire, la Chine va imposer ses prix. Si vous vous refusez, il prend chez l'autre. Parce que vous vendez, hélas, les mêmes produits. Nous devons faire en sorte aujourd'hui que nous puissions démontrer que si nous relevons le Congo, il marche avec 9 voisins et les voisins de nos voisins et on va éradiquer les immigrations clandestines qui font la honte de l'Afrique, des dirigeants africains, mais aussi qui fait le malheur des Européens. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se développer au même moment où la pauvreté est en train de s'accroître en Afrique. Puisque les pauvres vont fuir la pauvreté et vont l'amener là-bas en Europe. Nous ne voulons pas aller en Europe. Nous voulons créer les conditions d'attrait ici chez nous. Donc, Johannesburg sera relié à Kinshasa et à Lagos, et Lagos au Caire, et Lagos au Maroc. Voilà le Maghreb, voilà l'Afrique de l'Ouest, voilà l'Afrique de l'Est, voilà l'Afrique centrale, voilà l'Afrique australe reliée, et c'est l'unité africaine. J'ai dit, je vous remercie. À présent, je voudrais inviter le président du bureau du Congrès, le secrétaire général ici, pour les prendre comme témoins. Ils m'ont confié une charge énorme. Le secrétaire général m'a donné l'étendard du parti tout à l'heure, en me prodiguant quelques conseils. Je voudrais, monsieur le président du Congrès, monsieur le secrétaire général, vous dire que c'est avec amour que j'accepte devant les congressistes ici qui représentent les militantes et les militants de l'Union pour la nation congolaise de porter cette lourde charge de l'exemplaire du programme, M. Hassani. Nous allons donc porter cette lourde charge de traduire en actes ces programmes du gouvernement. Et ce programme du gouvernement va apporter l'amélioration des conditions de vie. Dans 5 ans, qui est le mandat qu'on va me donner dans un premier temps, pour mériter un deuxième, parce que dans 5 ans, à dater de la prise de fonction, si je ne réalise pas ce que j'ai promis dans le programme, si nous ne réalisons pas, puisque nous allons le faire ensemble, je vais me retirer pour dire aux amis que l'INC choisisse un autre candidat qui va se bousculer avec les autres candidats de l'opposition pour rechercher un candidat commun encore une fois. Parce que ça va se répéter. Nous allons, dans notre gouvernance, monsieur le président du Congrès, monsieur le secrétaire général, instaurer une nouvelle méthode, interaction avec le peuple. Tous les 3 mois, il y aura
une émission de 8 heures de temps. Radio, télévisée, à téléphone ouvert. Les Congolais de tous les coins du pays, par SMS, par téléphone, par WhatsApp, vont dire au président ce qui ne marche pas chez eux. Nous allons ainsi respecter la redevabilité. Parce que nous devons rendre compte au peuple qui nous a choisis. Le secrétaire général vient de me demander est-ce qu'il n'y a pas de chiffres. Bien sûr qu'il y a des chiffres. Les chiffres sont là. Je n'ai pas voulu seulement fatiguer nos amis, nos invités et les congressistes. On peut vous donner à titre illustratif quelques chiffres, bien sûr. Hassan, pouvez m'aider? Oui, oui. Je vais donner un exemple parmi tant d'autres. Je prends le domaine du logement, par exemple. Parce que vous croyez que nous sommes en train de parler comme ça à l'air. Nous disons ici, nous délocaliserons la population de certaines villes ainsi que des communes urbaines et rurales programmées pour la construction des habitats à loyer modéré HLM et des logements sociaux. Nous érigerons 40 quartiers de 500 logements sociaux chacun dans les 33 villes de la République démocratique du Congo, dont 8 à Kinshasa. Nous construirons 23 550 logements sociaux répartis dans les 471 secteurs de notre pays. Donc, que vous veniez de Tchumbe, vous allez voir des logements là chez vous. Que vous veniez de Kaziba, vous allez trouver là-bas. Que vous veniez de Aru, vous allez vous retrouver. Nous créerons un corps, bon là c'est les chiffres, nous créerons un corps de police, on a dit. Donc tout ceci va nous coûter seulement 1,2 milliard de dollars américains en termes de plan d'investissement. Seulement. Et c'est bien calculé par nos architectes. Or ça c'est l'argent au Congo qui détourne un seul individu. Parce que le Congo compte désormais des milliardaires, au moins 4 ou 5 milliardaires. Donc on peut, vous voyez avec combien on peut faire avec 1 milliard de dollars? On peut vous donner d'autres chiffres, il y en a beaucoup. Je vais montrer à la fin. Tu veux qu'on donne où c'est? Ça c'est le débit. Je vois 45 milliards. Voilà, il y a des chiffres aussi ici. Si vous voulez, je vais revenir aussi à la fin pour dire aux étudiants ce que nous comptons faire pourrait être chiffré. Nous disons ici, pendant que les Congolais courbaient leur front, les autres pays du continent déployaient des efforts considérables au point que certains pourraient réellement atteindre l'émergence d'ici 2030. Le temps du réveil est arrivé pour ces géants éléphants sur lesquels compte toute l'Afrique. D'où l'ambitieux programme que l'Union pour la nation congolaise INC propose à cet effet. La mise en œuvre de toutes les réformes et mesures envisagées dans les 10 programmes, notamment la sécurisation du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la lutte contre la fraude, tout ça. Ces programmes qui devront au moins chaque année, la première année pour ces différents programmes dans le secteur, tous ces programmes pris ensemble, c'est 8 milliards de dollars. La première année. Est-ce que c'est impossible d'avoir 8 milliards de dollars? La deuxième année, ça va passer à 12 milliards de dollars. La troisième année, ça va passer à 15 milliards de dollars. Nous parlons des investissements. Je ne parle pas des budgets, parce que les budgets, c'est un peu plus. La quatrième année, ça va passer à 18 milliards de dollars. La cinquième année, ça va passer à 20 milliards de dollars.
Ça, nous sommes dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire des logements sociaux, tout ce que vous connaissez comme infrastructure pour se déplacer dans ce pays. Nous avons prévu aussi les trains urbains, nous avons prévu les TGV, nous avons prévu le métro. Et tout ceci est bien calculé et la carte est bien dessinée. On ne va pas vous lire tout ça aujourd'hui. Au total, Michel Moto, ah non, c'est AFI, Madagas, le total de notre budget, c'est 114 milliards de dollars d'ici 5 ans. Donc, avec 114 milliards de dollars, dans 5 ans, le Congo devient au même niveau que le Brésil. Le taux de scolarité aura atteint plus de 75%, le taux de desserte en eau aura atteint plus de 80%, le taux de desserte en électricité plus de 80%, etc., etc. Donc, c'est très important, et maître, vous avez eu raison de me le rappeler. Je vous remercie, monsieur le président du Congrès, monsieur le secrétaire général. À titre d'information, nous ne pouvons pas terminer, surtout moi, le résolu du jour, ça c'est en dehors maintenant de mon discours, sans saluer les gestes que nous avons posés ensemble hier, le président Jean-Pierre Bemba et le président Félix Tshisekedi et moi-même, où nous avons pris l'engagement de nous oublier et de privilégier d'abord l'amour du Congo. Nous avons en effet fait une tripartite qui a duré 1h45 minutes. Et nous étions de cœur avec notre ami Moïse Katumbi, parce que comme je l'avais dit dans mon discours d'ouverture, Bemba Jean-Pierre, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, nous avons une responsabilité historique. Si le peuple congolais rate l'alternance cette fois-ci, ça sera par notre égocentrisme et par notre souci de nous servir nous-mêmes et assouvir nos ambitions. Nous avons réaffirmé à haute voix que nous serons tous flexibles. Ce n'est pas moi et pas les autres, non. Si c'est Bemba, c'est nous tous. Si c'est Félix, c'est nous tous. Si c'est Moïse, c'est nous tous. Et si c'est Vital, c'est nous tous. Merci beaucoup. Nous voulons... Merci. Merci, nous voulons aussi rassurer nos frères et amis qui ont combattu avec nous et qui se trouvent actuellement en prison. Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, le héros vivant, Diomin Dongala, Firme Yangambi et bien d'autres anonymes que nous allons les libérer. Si le président actuel ne veut pas appliquer les engagements qu'il a pris au terme de l'accord de la Saint-Sylvestre, d'appliquer réellement la décrispation politique, nous, ça sera les mesures du discours de prestation de serment. C'est-à-dire, ils seront là, on est en train de prêter serment avec eux, et ils auront certainement un rôle à jouer dans notre pays. C'est ça la solidarité politique. Je voudrais dire au peuple congolais, n'ayez pas peur. Dieu est en train d'éclairer notre chemin la nuit par une colonne de nuée, le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne navet qui brille par une colonne de feu. Tel est le peuple d'Israël quand il a traversé le désert. Et avec nous, de l'opposition et certains amis de la majorité qui auront compris qu'il y a un nouveau système de gouvernance, parce qu'on ne vient pas dans l'exclusion, nous allons ensemble conduire notre peuple vers le bonheur auquel il aspire. Merci.
Ah oui, oui, oui. La secrétaire générale Maël est bien. Abi yo bosani makambo Assemblée nationale. Ceux qui milulu et sili, il faut qu'on le bat Circe. Avant de dire Circe, d'abord, je remercie encore une fois le Seigneur de nous avoir conduits tout au long de ces travaux, d'avoir béni chacun de nous et qu'il vous bénisse tous abondamment et qu'il fasse en sorte que une réalité, le rêve du peuple congolais. Nous avons foi en Dieu, nous avons foi et confiance en ce peuple qui souffre et qui est travailleur. Et c'est sur cette note d'espoir spirituel que je déclare clos les travaux du deuxième congrès de l'Union des Nations. J'aime le Congo. Chacha tozuie okipwanza chacha tobakiri otableon chacha baganeo olipanda chacha tozuie. Indépendance, chacha, tozuie. Okipwanza, chacha, tobakiri. Otableron, chacha, baganeo. Olipanda, chacha, tozuie. Indépendance, chacha, tozuie. Okipwanza, chacha, tobakiri. Otableron, chacha, baganeo.